Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite ? Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès ? Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Adrien. Bonjour Frédéric. Je suis content de te revoir. Suite à l'épisode, et aux autres épisodes évidemment, j'ai eu beaucoup de messages d'auditeurs qui ne connaissent pas forcément l'écosystème startup, le financement, le jargon, il y a beaucoup d'anglicismes. Là, on a la chance d'être à la Station F, dans le temple des startups. C'est quoi ? C'est le plus grand campus de start-up du monde, tout simplement. Du monde ? Ouais, exactement. Dès qu'on parle start-up, on parle de levée de fonds. La levée de fonds, c'est bien plus complexe à comprendre qu'un simple financement, qu'un simple prêt. Alors, j'ai décidé avec toi de faire ce hors-série pour répondre aux questions que j'ai reçues, faire une sorte de wiki qui vont aider les gens à comprendre. Tu viens de sortir, on en a parlé dans l'épisode précédent, un livre « Obtenez les meilleurs financements pour votre projet » qui agrège pas mal de solutions. Tu parles de plus de 1000 solutions. On va tenter d'expliquer comment ça fonctionne. On va essayer de répondre à pas mal de questions. Justement, à quoi ça sert de lever des fonds ? Quand lever ? Le process. Avant, en fait, on allait à la banque faire un prêt. Maintenant, on lève de l'argent. Moi, je dirige une PME. Je suis obsolète. Alors, c'est une très bonne première question. Donc déjà, je suis ravi de pouvoir apporter toutes ces précisions parce qu'effectivement, il y a beaucoup de mythes autour de la levée de fonds, des startups, de l'entrepreneuriat. Et on a vraiment depuis une dizaine d'années un essor et une démocratisation des startups, donc qui sont une catégorie d'entrepreneurs qui sont jeunes ou plus ou moins jeunes, mais au moins des jeunes entreprises qui ont un très fort potentiel de croissance et qui ont aussi un besoin de financement externe. C'est important le mot externe parce que on les différencie souvent de TPE et PME qui eux, c'est des mots qui sonnent un peu comme un vieil animal un peu ronflant et difficile à bouger, ce qui peut être le cas pour des grosses entreprises. Mais leur financement vient avant tout des clients puisqu'ils sont plus installés sur un business plus traditionnel, moins risqué. Donc on compare souvent les deux, enfin on les met en opposition, une PME et une start-up, parce que ce besoin de financement externe est différent. Donc si on est une PME, généralement, on va pas faire appel à des investisseurs externes, sauf si on a des besoins de financement et de croissance très rapides, comme l'internationalisation ou le rachat d'un concurrent. Une start-up, elle, intrinsèquement, a un besoin de financement pour développer sa technologie ou son bien ou son service. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une levée de fonds ? Complètement. Alors du coup, il y a avant de répondre à ta question, il y a 3 méthodes pour financer une entreprise, 3 familles de financement. Il y a le financement bancaire, donc c'est ce qu'on appelle par la dette. Il y a le financement public non dilutif, c'est-à-dire les subventions, les prêts de BPI France, de l'État, de l'Union européenne. Et puis à côté, il y a le financement privé, ce qu'on appelle la levée de fonds. Et la différence des deux autres, c'est-à-dire qu'on va faire rentrer des investisseurs au capital qui vont devenir associés en achetant des actions ou des parts sociales contre de l'argent. Donc le mécanisme de la levée de fonds, c'est je donne de l'argent en tant qu'investisseur, enfin j'échange de l'argent contre une part de la valeur de l'entreprise future, puisque à l'heure actuelle, elle ne vaut pas grand-chose ou elle ne vaut pas à la valeur à laquelle j'achète les actions. Quand on va lever de fonds, on va s'adresser à ce qu'on appelle un VC, Venture Capital. C'est un nouveau métier parce que les grosses boîtes du CAC 40 ou des grosses boîtes internationales, des vieilles boîtes, des anciennes boîtes françaises ou peu importe, avant, il n'y avait pas de levée de fonds en fait. Alors, la levée de fonds a toujours existé. Je parlais dans le podcast qu'on a fait il y a quelques temps. Un entrepreneur que j'admire, c'est Gustave Eiffel. Pour financer la Tour Eiffel, il a dû trouver des investisseurs qui ont pris des actions dans la société à l'époque de construction, etc. Donc, l'investisseur externe, qu'il soit de l'État ou privé ou institutionnel,
a toujours existé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fonds d'investissement, quels qu'ils soient, que ce soit pour des startups ou de l'immobilier ou des grosses entreprises ou du CAC 40, etc., qui va investir dans des entreprises, fonctionnent de la même manière. Un fonds, il prend de l'argent, il lève de l'argent, il emprunte de l'argent à des investisseurs et il va le réinvestir. Donc c'est un véhicule d'investissement et son modèle économique, c'est partager la plus-value qu'il va faire en revendant des participations dans lesquelles il a investi, en faisant une plus-value qu'il va partager avec ses investisseurs de son fonds. Et ce fonctionnement est le même pour les fonds immobiliers qui investissent dans des projets immobiliers, des fonds de private equity, donc c'est des fonds d'entreprises plus importantes de taille que les startups, des fonds qu'on appelle LBO, donc c'est des fonds de dette qui va acheter de la dette d'une entreprise, etc. Le fonctionnement est le même. Et depuis des années 80, on a vu émerger avec la naissance de l'écosystème numérique, à l'époque, la première phase de numérisation d'Internet qui s'est créée, que ce soit en France, en Europe et aux États-Unis, des fonds qui se sont spécialisés dans l'investissement dans des entreprises très jeunes à très fort potentiel. Donc au début, effectivement, il y en avait une dizaine. Aujourd'hui, il y en a plus de 9000 dans le monde entier, des fonds de venture. Il y en a environ 250 en France. Et ces fonds ou structures d'investissement se sont créés au fur et à mesure qu'on a vu croître une nouvelle manière d'entreprendre qui était les startups. Et les startups, quel que soit le domaine ou le secteur, ont le même composante, c'est-à-dire on a une technologie ou un service qui nécessite des fonds et du financement pour accélérer et aller très vite, mais on ne sait pas combien ça peut valoir, mais je peux vous dire que ça peut valoir beaucoup. Tu parlais de Gustave Eiffel et des investisseurs. Donc, tu me dis, c'est un vieux métier quand même qui existe. Il faut juste un peu comprendre comment fonctionne le fonds. Le fonds, pour moi, ce que je comprends, il va rentrer dans ta boîte contre une participation en mettant de l'argent, mais lui, il y a un fonds au-dessus. Ouais, il lève de l'argent lui-même. Il lève lui-même. Tandis que Gustave Eiffel, j'imagine pour l'époque, il avait soit des banques, soit des gens riches. Exactement. Donc ce métier qui est en fait finalement, on s'imagine que le VC c'est l'équivalent de la banque qui elle est la finalité, quoi qu'une banque aussi emprunte, c'est voilà, mais schématiquement. Mais c'est un intermédiaire en fait. Exactement. C'est un milieu un peu de syndication, c'est-à-dire que chacun doit rendre des comptes à d'autres. Les investisseurs des fonds d'investissement en France sont de trois catégories. Soit ce sont des riches personnes, des family office, donc des entrepreneurs à succès ou des personnes pouvant investir dans des fonds eux-mêmes, des personnes physiques. Soit ce sont Xavier Niel avec Kima. Alors Kima, c'est un fonds qui est un peu particulier puisque le seul investisseur de Kima, c'est Xavier Niel. Mais je sais pas, je peux citer un des cofondateurs de vente privée, Michael Benabou, qui est investisseur dans plein de fonds d'investissement français parce qu'il a eu un grand succès entrepreneurial et il investit maintenant dans des structures qui investissent elles-mêmes. Et il a son propre family office. Donc il y a des personnes physiques. Un autre investisseur d'un fonds d'investissement, sont les institutionnels, les banques, les mutuelles, qui eux vont investir dans des fonds d'investissement pour leur dire investissez vous-même cet argent dans des startups et on partage la plus-value. Et la troisième catégorie, c'est l'État, à travers BPI France, qui a une activité de fonds, c'est-à-dire j'investis dans des fonds d'investissement qui vont investir dans les startups. Bon, après, il y a d'autres types d'investisseurs, mais grosso modo, c'est ça. Si on devait schématiser assez simplement, on dirait demain, Frédéric et Adrien veulent créer un fonds, la combinaison Venture, on lève 100 millions d'euros. Donc on va chercher un mutualiste, 3 banques, la BPI, des personnes physiques. On réussit à lever 100 millions. Alors ça se fait parfois par étapes, mais on réussit à lever 100 millions. On dit à ces investisseurs qu'on va investir dans 10 entreprises ces 100 millions d'euros. Je fais exprès de faire des chiffres assez ronds. J'investis 10 millions d'euros par entreprise dans les 7 prochaines années. Et mon but, le business model que je vais déployer, c'est de dire que quand j'ai investi 10 millions d'euros dans une entreprise, je vais essayer qu'elle me rapporte un maximum. Donc mon seul et unique but, c'est que l'investissement que j'ai réalisé, l'entreprise dans laquelle j'ai investi, je la revende. La plus-value que je vais faire, imaginons je vends l'entreprise 100 millions, moins les 10 millions dans lesquels j'ai investi, j'ai fait 90 millions de plus-value. Et cette partie-là, la plus-value, je vais la répartir entre mes investisseurs et moi. Généralement, c'est 80% pour les investisseurs et 20% pour les fonds, ce qu'on appelle le carried interest. Et du coup, le fonds, les investisseurs qui ont investi vont gagner 77 millions d'euros et moi 13 millions d'euros.
Donc le modèle économique est celui-là. Ce qui fait que quand un fonds d'investissement investit dans une start-up, il faut tout de suite comprendre qu'il y a un seul objectif pour le fonds et la start-up, c'est de revendre. Soit de rentrer en bourse, soit de revendre à un autre fonds, soit de revendre à un grand corporate, à une entreprise. Je vais te donner des termes qu'on emploie tout le temps. Série A, seed, série B, série D, pré-seed, love money. C'est quoi tous ces termes ? Alors en fait, c'est tout simplement une catégorisation des tours de table, donc des tours de financement qui sont en fonction de deux choses, du stade de maturité de l'entreprise dans laquelle il y a un investissement et du montant investi. Donc en fait, c'est un terme qui vient des États-Unis puisque c'est un peu le berceau de l'entrepreneuriat start-up et de l'investissement en venture capital. C'est aux États-Unis. Même la Silicon Valley, non ? La Silicon Valley, ouais, exactement. Ouais. C'est ça même vient plus, de là. Ouais. Et donc c'était des series d'investissement. On disait la boîte, elle a fait une series A, series B, series C, etc. Et on a repris cet anglicisme où en fait on a des séries d'investissements et généralement une entreprise suit à peu près les mêmes. Alors disclaimer, mais toutes les entreprises n'ont pas vocation à lever des fonds. C'est très important de le dire. Même les startups, et on en reparlera tout à l'heure, c'est d'ailleurs le début des problèmes quand on lève des fonds. C'est pas du tout un succès, c'est le début des emmerdes, on va dire. Et donc, les tours de table, généralement, il y a l'amorçage, on appelle aussi le seed, puis il y a la série A, série B, série C. Et en France, c'est en fonction des montants. Donc une start-up qui lève entre 1 et 5 millions d'euros, ça va être un seed, un seed important. Et puis après, plus on avance dans les tours de table, 5 à 10, 10 à 20, on catégorise les tours en fonction des montants et on dit par exemple que telle start-up a levé sa série B de 35 millions d'euros, par exemple. Alors, sauf erreur, il n'y a pas de chiffre établi. Quand je vois Alan qui a fait un seed de 12 millions, c'est un très gros seed pour l'écosystème français. J'ai relevé à peu près à quoi correspondait chaque étape. Ouais. Alors par exemple, tu me dis si c'est juste ou pas, un pré-seed, c'est on crée une équipe, on fait un POC, Proof of Concept, c'est un truc qu'on fait en général sur Excel pour montrer, un truc assez simple, ou un MVP, Minimal Viable Product, qui là le prototype, la bêta, etc. Ça dure à peu près 12 mois. Là, encore une fois, il n'y a pas de truc établi. Ensuite, on fait le seed, où on a créé le produit qui commence à se vendre aux clients à la recherche du product market fit. On peut expliquer ce que c'est le product market fit ? Exactement. Alors en fait, c'est exactement comme tu dis, c'est par phase de un peu développement du projet que le besoin de financement se fait ressentir. Je vais expliquer le product market fit. Ce qui est important quand on parle de tour de table et pour les auditrices et les auditeurs, c'est souvent très abstrait. Telle boîte lève 10 millions, 5, 1, etc. Donc l'argent va dans l'entreprise. C'est pas les entrepreneurs qui deviennent du jour au lendemain millionnaires. Mais c'est des besoins de financement qui existent dans l'entrepreneuriat pour un double enjeu. Un enjeu de rapidité, c'est-à-dire développer le bien et le service le plus rapidement possible et atteindre son marché. Et un enjeu de concurrence, d'avantage concurrentiel. Donc plus on lève, plus on peut battre ses concurrents et être le premier sur son marché. Donc lever des fonds, pour les startups, c'est un enjeu stratégique, c'est-à-dire qu'on peut aller plus lentement seul, mais on peut aller vraiment beaucoup plus vite avec de l'argent et des investisseurs. Et une entreprise qui fait sa proof of concept, donc sa preuve de concept, qui commence à voir, tiens, mon bien, mon service plaît aux utilisateurs, je commence à capter un marché, etc., va avoir un besoin de financement assez faible, mais qui peut être déjà important, entre 500 000 et 3 ou 5 millions d'euros pour avancer et tester son product market fit, c'est-à-dire l'appétence de son produit ou son service à toucher le plus grande cible de clientèle et à arriver à maturité. Donc, par exemple, on peut prendre l'exemple du podcast La Combinaison. Tu crées la combinaison et tu vois que au bout de 3 ans, il y a 4 auditeurs ou auditrices. Bon, tu te dis là, ça veut dire qu'il n'y avait pas de besoin des auditeurs, des auditrices d'écouter. En revanche, si tu vois que chaque fois tu améliores un peu le podcast, tu poses les bonnes questions, tu fais gagner de l'audimat à chaque épisode, que tu crées une communauté, que tu vois qu'il y avait un besoin existant parmi ces utilisateurs, et s'il y a de la monétisation, il y a du chiffre d'affaires et il y a de la croissance potentielle. Et donc l'enjeu pour les investisseurs, c'est de dire cette startup, elle a atteint son product market fit, c'est-à-dire que son produit est à maturité pour toucher sa cible de clients, et que le marché est gros, parce que si le marché est de 10 personnes, voilà, c'est pas énorme. Si en revanche le marché est des millions, des centaines de millions de clients potentiels,
Les deux combinés font que c'est un bon potentiel investissement. Série A, donc on commence à avoir de la croissance, c'est ça ? Exactement. Et un business model ? Un business model viable, vérifié et éprouvé, quoi. D'accord. Série B, on a compris que ça fonctionnait. Et là, on va aller voir d'autres horizons, notamment internationaux. Donc, soit on crée des verticales de son produit ou de son service dans d'autres professions. Par exemple, Doctolib, qui est un des grands succès, une licorne française. Au début, c'était juste un logiciel de prise de rendez-vous. Après, ils ont ajouté beaucoup de services pour la population qui est leur client, c'est-à-dire les médecins et le personnel médical, au sens large, les professions médicales. Et puis l'international qui est venu après, etc. Des entreprises qui sont tout de suite à l'international. Une entreprise très technologique, future licorne française qui s'appelle Algolia, qui fait moteur de recherche. Un moteur de recherche, tout de suite a vu que son marché était l'international, donc il a fallu beaucoup d'argent pour structurer une équipe globale, recruter aux États-Unis, c'est pas les mêmes coûts, c'est pas les mêmes personnes, il faut mettre un associé là-bas, se déplacer, etc. Et donc les enjeux de financement de la croissance internationale ou de la croissance de d'autres services pour élargir sa cible de clientèle nécessitent des fonds, et c'est généralement autour de la série B. En variable, on parlait du Product Market Fit, il y a la market size aussi également, la taille de marché. Ce sont deux variables à ajouter dans l'équation. Si l'un est énorme, la market size par exemple, c'est que le potentiel est énorme. Exactement. Ouais. Et alors, il y a un élément linéaire dans lequel on n'a pas parlé depuis le début, mais qui se vérifie à chaque tour de table, et qui est l'élément fondamental d'un investissement, c'est l'équipe fondatrice. C'est-à-dire qu'on peut avoir le meilleur marché et la meilleure solution, si on n'a pas la bonne équipe, on gagnera moins d'argent qu'une entreprise qui a une bonne équipe sur un marché plus petit ou une solution moins mature. L'équipe dans l'entrepreneuriat et les startups est l'élément et la variable d'ajustement fondamentale. Et malheureusement, c'est la variable qui a le plus d'éléments subjectifs. C'est-à-dire c'est pour ça que c'est risqué, l'investissement dans les startups. C'est qu'il y a 1001 raisons pour lesquelles une startup peut échouer. Et on peut vérifier tous les tableaux Excel, la maturité de la solution, la technologie, les brevets déposés. S'il y a un problème entre associés, s'il y en a un qui abandonne, s'il y en a un autre qui change de métier, s'il y a des problèmes, même s'il n'y a pas de problème, si justement ils sont pas assez une pensée globale, internationale, etc., ça va pêcher. Il y a un calendrier, on parle de 18 mois. En moyenne, ouais, c'est-à-dire que ce soit les montants, les tours de table, les valorisations, il y a des moyennes qui existent. Après, il y a des entreprises qui ont attendu, on en parlait tout à l'heure, des années avant de lever des fonds, qui étaient en autofinancement pendant 8-10 ans et puis qui se mettent à lever des fonds pour d'autres problématiques. À l'inverse, il y en a qui ont levé un seul tour de table et qui lèvent plus jamais après. Mais généralement, ce qui se passe le plus souvent, c'est que les fonds d'investissement, donc au début on a des business angels, des personnes physiques qui investissent, puis des fonds et un autre fonds, etc. Et ça, tous les 18-24 mois, on a des tours de table pour permettre de passer chacun des défis grâce au financement et à la complémentarité des actionnaires qui rentrent au capital. On entend beaucoup série C, série D, ça peut aller jusqu'à quelle série ? On peut faire tout l'alphabet, mais généralement... Et à chaque fois, tu dilues de toute façon. Ouais, à chaque fois, tu te dilues. C'est comme, nous, on a sur Eldorado un train du financement. On a fait des wagons où au début, t'es tout seul avec ton associé, donc il y a 50% pour les deux fondateurs. Puis on fait rentrer des business angels, donc on lâche 15% du capital et on a 5... Il y a des tarifs, c'est à peu près 15-20 ? Ouais, en fait, à chaque tour de table, en moyenne, surtout au démarrage, on lâche entre 15 et 25%, c'est les prix du marché. Ça veut dire que si on a besoin de 400 000 euros, on va lever à une valorisation, la boîte va valoir 2 millions d'euros, en gros, pour forcer le trait. Et c'est comme ça qu'on calcule la valorisation au démarrage. Mais le train du financement montre, ce qu'on a édité, qu'à chaque tour de table, on se dilue. Et ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'il y a une entreprise qui a levé 350 millions d'euros. L'équipe fondatrice n'a plus que 5 ou 10% du capital. Donc c'est parfois très faible. Donc les gens disent « Ouh là là, mais ils ont lâché tout leur capital ». Oui, sauf qu'en fait, c'est pas la part, c'est pas le gâteau qui est important, c'est la valeur de la part du gâteau, c'est pas la taille de la part. C'est le montant de cette part. Donc 5% de quelque chose qui vaut des milliards, c'est plus que 50% de quelque chose qui vaut 100 000. Oui, quand tu dilues à chaque fois, tu prends, schématiquement, tu prends par exemple 20% de 100 sur un seed et tu reprends 20%
À chaque tour. À chaque tour. Ouais. C'est 20% de ce qui reste? De ce qui reste, de la table, parce qu'une levée de fonds, c'est ce qu'on appelle aussi une augmentation de capital. Donc en fait, on émet des nouvelles actions. Donc on met sur le marché des nouvelles actions contre de l'argent. Donc la part de démarrage de calcul, c'est celle qui est existante. Donc à chaque tour de table, on se dilue de plus en plus. Donc on perd de plus en plus de parts de capital social, plus on en donne à des actionnaires extérieurs. À l'inverse, on oppose souvent à la cession d'actions. Si tu cèdes et que tu vends des actions, elles existent déjà. Donc il y a les nouveaux entrants, il n'y a pas d'impact sur la valorisation et les parts qu'ont les autres actionnaires de l'entreprise. La part qu'ont les associés, c'est la cap table, c'est ça? C'est ce qu'on appelle la cap table, ou en français la table de capitalisation. Donc c'est le tableau Excel avec la répartition. Il y a un minimum? Non, il y a pas de choses qui existent au minimum, mais disons que les entrepreneurs, le but du jeu, c'est de lever des fonds et de rester majoritaire le plus longtemps possible. Parce que il y a des droits financiers, c'est-à-dire que si l'entreprise vaut 1 million et que j'ai 40%, j'ai 40% d'1 million, donc c'est les droits financiers. Et il y a les droits politiques, donc c'est-à-dire les droits de vote, c'est-à-dire que 40%, c'est pas que de l'argent de ces 1 million, mais c'est aussi 40% du droit de vote. Pour une décision, s'il faut 50%, je pourrais pas la prendre seule. S'il faut 30%, je peux. Si par exemple, en diluant avec plusieurs tours de taille, il me reste 5% de ma boîte, on va schématiser, hein, on a toujours en face le même VC. Donc grosso modo, il va avoir 95%. Faut pas que je déconne. Alors oui, c'est vrai. Maintenant, c'est ce que je te disais en différenciant le droit financier du droit politique, c'est-à-dire que tu peux avoir 5% du capital en actions et donc en valeur monétaire, mais tu peux garder 50% des droits de vote. En pacte d'associés avec le pacte d'associés et ce qu'on appelle des actions de préférence. D'accord. Donc en fait, tu peux rester maître en ta demeure quand même un maximum de temps. Maintenant, ta part dans l'écosystème financier de l'entreprise restera faible. Mais c'est formalisé comment? Parce que dans l'entreprise, enfin, quand tu crées une boîte classique, il y a que des statuts, des parts sociales. Il y a pas, il y a cette notion de l'action de préférence. Alors, il faut l'avoir dès le plus tôt possible, même si on les exerce pas. C'est un conseil que je donne souvent. Bon, déjà, c'est indispensable quand on est associé à quelqu'un, que ce soit un investisseur ou un cofondateur ou une cofondatrice. Faut un pacte d'associés. C'est comme un contrat de mariage. Ça règle la vie de l'entreprise et les problèmes, les potentiels écueils qu'on pourrait avoir. Et dans le démarrage, si on a des actions avec des droits différents et des valeurs différentes, on peut faire en sorte que la participation financière s'affaiblisse au fur et à mesure des tours de table, mais que la participation politique et que les droits de vote sur les décisions stratégiques de l'entreprise restent élevés. Et donc grâce aux actions de préférence, on peut dire telle action, on n'a plus que tant de droits de vote, mais telle action, on peut voter double, donc à droit de vote double pour les décisions de telle et telle et telle décision. Et ça, c'est une flexibilité qu'on a pour les SAS en France, qui permettent de créer des organes de gestion qui sont assez flexibles et agiles. Alors, on va parler du montant à lever et de la valorisation. Donc, on va parler d'argent et quand lever de l'argent et combien. Je viens de voir, je t'ai dit, écoute, sur Eldorado, j'ai dans l'idée de monter 2 boîtes. Une boîte de voitures électriques et je vais aller créer des fusées pour aller dans l'espace. Bon. Les investissements vont être énormes. Mon idée, elle est scalée. Je suis vraiment au tout début. J'ai où ça? Ou alors je vais monter un podcast, la combinaison, avec peut-être 100 millions d'utilisateurs dans le monde, etc. Comment valoriser l'investissement? Comment valoriser ma boîte? Et comment valoriser combien lever en fait? Comment savoir? Déjà, quand et combien, c'est hyper important. C'est les 2 grosses questions que doivent se poser les entrepreneurs. Donc déjà, je répondrai par la négative, c'est quand ne pas lever. On lève pas quand il reste que 2 mois de trésorerie dans l'entreprise, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'un processus de levée de fonds, ça met entre 6 et 8 mois, donc il faut anticiper et ça envoie un mauvais signal de lever parce qu'on a besoin d'argent. Donc déjà, il faut pas lever pour l'argent. Ça, c'est hyper important, pas que pour ça. C'est-à-dire que tu lèves avec l'idée en fait. On lève avec l'idée pour la développer et pour se faire venir des associés et actionnaires dans l'entreprise qui vont aider à développer l'idée. Et ils vont l'aider en partie avec l'argent, mais aussi avec d'autres choses. Donc on lève pas pour un chèque, sinon on va voir n'importe qui nous fait un chèque et puis on lui donne aucun droit. Non, on lève pour faire participer à une aventure entrepreneuriale. Donc il faut pas lever que pour l'argent, c'est hyper important. Donc quand lever, c'est à partir du moment, surtout quand on démarre, j'envoie des fusées dans l'espace. Il faut forcément avoir un élément différenciant par rapport à ses concurrents.
sur le service, la technologie, un avantage concurrentiel, ce qu'on appelle aussi une barrière à l'entrée, qui permet d'avoir de l'avance par rapport aux autres concurrents. Lever quand on a une équipe structurée. Il faut pas lever quand il nous manque un directeur technique ou une directrice technique, etc. Il faut lever quand on a une équipe cohérente, expérimentée entre elles et qui peut être complémentaire. Donc on revient à l'équipe qui est mature. Et il faut lever quand on atteint une certaine maturité sur son produit ou son service, c'est-à-dire des clients. Un minimum de chiffres si on n'a pas forcément vendu, mais c'est des chiffres, c'est ce qu'on appelle des indicateurs de performance ou des KPI qui permettent de montrer qu'il y a une certaine forme de traction, un intérêt pour l'entreprise de se développer. Une fois qu'on a déjà ces trois choses-là, il faut compléter par deux autres choses. La première, c'est un marché adressé. Donc quand on a un marché, ce que je te disais, de 10 personnes, ça va pas être intéressant, des millions, ça devient intéressant. Donc un marché. Et la dernière chose, c'est tout ce qui est un besoin de financement cohérent par rapport à la stratégie de la boîte. C'est-à-dire qu'on va pas lever 10 millions pour un besoin de financement de 100 000 euros. C'est-à-dire qu'en face, il faut qu'il y ait un business plan, donc un plan de financement et un plan de dépenses anticipé, prévu. Et à ce moment-là, quand on remplit toutes ces cases-là et qu'on sait qu'on veut lever, il faut se dire, dernière question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie de lever maintenant, parce que ça prend du temps, c'est chronophage, c'est fatigant parfois pour le moral, etc. Donc est-ce que c'est le bon moment? Et si on remplit tout ça, ça peut être le bon moment pour lever des fonds et contacter des investisseurs. Comment on calcule cette valo-là? Alors la valo, c'est la grande question, c'est-à-dire que pour que les auditrices et auditeurs comprennent, c'est que les investisseurs qui investissent sur une valeur hypothétique d'une entreprise à un instant T. C'est-à-dire que j'envoie des fusées dans l'espace. Si c'est qu'une idée sur un PowerPoint, ça vaut pas un clou. Ça vaut 1 euro, quoi. Ou alors le temps de travail de faire le PowerPoint, allez, 1 000 euros, quoi. L'entreprise, en revanche, si elle réussit tout ce qu'elle dit qu'elle va faire, peut valoir des millions, voire des centaines de millions, voire même des milliards. C'est les fameuses licornes, des entreprises qui valent plus d'1 milliard d'euros. Ou des cacornes. Ou des cacornes, quand c'est même plusieurs milliards d'euros. La valorisation, c'est quelque chose d'abstrait, et la réponse, elle est assez simple, c'est la valeur à laquelle une personne est capable d'acheter l'entreprise ou d'acheter des actions de l'entreprise. Donc si tu me dis que la combinaison vaut 20 millions, moi je te dis non, je te dis pas ça vaut pas 20 millions. Mais si tu trouves quelqu'un dans 2 minutes qui dit ouais, moi je pense que ça vaut 20 millions, j'achète des actions pour 20 millions, la valorisation de la combinaison sera 20 millions. C'est le calcul de la valorisation, donc c'est une réponse un peu bête de dire ça, parce que ça se calcule. Au début d'une entreprise, la calcul de la valorisation est faite par les périmètres marchés, c'est-à-dire on lâche, comme je t'ai dit, 15 à 20% et en fonction de son besoin de financement. Donc si on cherche 1 million d'euros au démarrage de l'entreprise, généralement la valorisation de l'entreprise, elle sera entre 3 et 6 millions. Et c'est une valeur qui va évoluer parce qu'au fur et à mesure des tours de table, la valorisation va s'affiner, elle va grossir, et elle va s'affiner grâce au périmètre financier, c'est-à-dire tiens, combien vous avez de clients, et là on va voir la marge, l'EBITDA, le chiffre d'affaires, la récurrence des clients, le churn des clients, donc l'abandon du bien ou du service, etc. On va prendre plein d'éléments financiers pour faire des projections en disant si on continue comme ça mais qu'on recrute telle personne, qu'on ouvre tel pays, on pourra faire tel et tel et tel chiffre. Donc dans 3 ans, on peut faire 5 fois plus. Donc le risque à prendre, c'est de se dire j'investis maintenant en me disant que dans 5 ans ça va valoir, ou dans 3 ans ça va valoir 5 fois plus. Donc la valorisation, c'est quelque chose d'abstrait mais calculable et qu'il faut justifier, parce que les entrepreneurs, ils veulent la plus grosse valorisation et lâcher le moins d'actions possible contre le plus d'actions, et les investisseurs en face, eux, ils veulent l'inverse, ils veulent le plus d'actions pour le moins cher possible. Donc c'est une négo qui se fait au début sur des périmètres assez macro de ce qui se passe dans des comparaisons entre d'autres entreprises. Et plus on avance dans les tours de table, c'est de l'interprétation financière du potentiel économique de l'entreprise. Dans le livre, justement, et puis c'est quelqu'un que j'ai rencontré, tu cites Superprof, qui est une boîte qui est vraiment à l'international, qui a jamais levé de fonds. Tu conseilles, on va employer un terme qu'on va expliquer, qui s'appelle bootstrapper. Autrement dit, c'est autofinancé. Tu conseilles de bootstrapper le plus longtemps possible? Moi, alors c'est très antinomique par rapport à ce que je fais chez Eldorado, ouais. Mais mon conseil est celui une personne que j'admire aussi, Xavier Niel, qui dit si vous pouvez éviter de lever des fonds, ne levez pas de fonds. Restez propriétaire de vos actions, c'est là où est l'argent, et la levée de fonds n'est pas du tout un impératif pour faire un succès.
Maintenant qu'on a dit ça, on sait que pour développer des technologies et ces fameux avantages concurrentiels, croître très vite dans d'autres pays, lever des fonds est un enjeu de rapidité et d'avantages concurrentiels. Donc, lever des fonds devient important. En face, si tu parles de bootstrapping, donc le bootstrapping, c'est ce qu'on appelle en France l'autofinancement, c'est-à-dire je me finance avec peu, je fais beaucoup avec peu, ou je fais le maximum avec peu. Et on fait souvent une opposition entre s'autofinancer ou lever des fonds. Et en fait, c'est un faux débat, en fait, parce que il y a des entreprises qui pourraient ne jamais lever et parce qu'elles sont pas faites pour. Il y a des entreprises qui ne pourraient pas faire sans lever des fonds parce qu'elles ont des technologies. On peut parler, par exemple, des biotechnologies. Une biotechnologie, donc c'est les entreprises, par exemple, qui va tester de créer une molécule de lutte contre le cancer du foie. Et ben, ils vont avoir des tests cliniques, des études qui vont durer sur 3 ans, faire travailler des scientifiques, rémunérer des centres de recherche, travailler avec le CNRS. Ça va nécessiter des millions, 50, 60, 70 millions. Pour un résultat qui est très hypothétique, parce que si la molécule perce et qu'elle est mise sur le marché des médicaments, là, il peut y avoir un retour sur investissement très fort pour les investisseurs, mais il y a beaucoup de risques. Et il y a un fort besoin de financement au début. On peut pas faire ça, on peut pas bootstrapper une entreprise en biotechnologie, par exemple. Il y a des entreprises qui peuvent plus être bootstrappées sur les marketplaces, les entreprises du logiciel, etc. Après, on va avancer plus ou moins rapidement, quoi. Donc, l'enjeu, il est vraiment là de réfléchir à l'autofinancement. Est-ce que ça peut me permettre d'aller vite et loin? Ou est-ce que si je lève des fonds avec des investisseurs externes, je vais aller encore plus vite, plus fort, et je vais m'entourer surtout d'experts que j'aurais pas? Donc, c'est pas forcément un débat. L'un ou l'autre, on choisit pas l'un ou l'autre. Faut juste comprendre les enjeux de l'un et les enjeux de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire en faisant de l'autofinancement? Qu'est-ce qu'on peut faire en levant des fonds? Et après, on choisit là où on est le plus à l'aise pour développer son entreprise. Comment peut-on savoir également la somme dont on a besoin? Quand j'ai rencontré Thibaut Elzière des Founders, qui ont créé quand même pas mal de boîtes, il te dit dans le podcast justement, il faut lever les fonds dont on a besoin. Pas plus. Imagine que la boîte la boîte est valorisée 4 millions d'euros. Ouais. Je suis prêt à céder 20%. Donc, je vais lever 800 000 euros. Exactement. Il y a toujours ce rapport, si je lève 1 million, c'est que je vais lâcher 25. Il y a toujours une négociation possible, c'est-à-dire qu'il faut justifier en fait. Le montant qu'on lève et la valorisation sont à justifier pour les entrepreneurs parce que c'est eux qui réclament aux investisseurs. Et puis si les investisseurs font une contre-proposition, ils doivent aussi justifier pourquoi ils veulent plus d'actions pour autant d'argent. Donc les entrepreneurs, généralement, à ce moment-là, doivent faire 2 choses, c'est-à-dire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'évaluation financière de leur entreprise, les comparables, ce qui se fait par rapport au marché, mais aussi calibrer parfaitement, et ça c'est l'enjeu, le besoin de financement. Et comme le dit Thibaut d'eFounders, il ne faut pas lever pas assez et pas trop d'argent, parce que si on lève trop, on va mal le dépenser et puis on va lâcher plus de capital qu'on aurait pu et donc on va se restreindre à relever plus tard et à relâcher du capital. On va quand même rappeler que que l'argent qu'on lève, c'est pas pour le mettre en banque, l'économiser, il faut le cramer. Alors oui, c'est ça. C'est-à-dire que les VC n'aiment pas qu'on le garde en banque, quoi. Il faut alors le cramer ou le brûler. Ouais, j'aime pas trop ce terme. Moi, je parle plutôt de le mettre au travail, quoi. Tu vois, c'est-à-dire on lève 1 million, c'est pas pour le garder pendant 5 ans et puis tâtonner, etc. Non, on dépense, on recrute, on ouvre un pays, on ouvre un bureau, on essaye, on échoue. C'est de l'argent qui est fait. C'est un écosystème qui est chanceux. On investit dans des entreprises qui peuvent tester des choses et échouer. Et les investisseurs, à la fin, personne ne récupère sa mise de départ. Hein. C'est pour ça que c'est un risque énorme. Donc les entrepreneurs, ils ont peut-être échoué, etc., mais ils ont appris énormément de choses. Bon, les investisseurs aussi, mais le risque est très fort. Donc le montant qu'on doit lever doit être bien calibré par rapport aux besoins de financement à chaque tour de table. Si on lève 800 000 euros, comme tu le disais dans ton exemple, c'est pour faire quoi? Recrutement, du marketing, travailler sur le produit, le prototypage de notre service, etc. L'ouverture à un bureau, etc. Mais tout ça, ça a des coûts en face. Qui on va recruter, combien coûte? Donc on fait tout simplement un plan de financement prévisionnel ou un plan de trésorerie prévisionnel et on justifie le montant qu'on lève aux investisseurs en disant bah voilà, on va lever pour recruter telle personne, faire tel truc et voilà le plan à 3 ans. Je rassure les auditrices et les auditeurs, 99% des cas,
tout ce qui est prévu au moment de la levée de fonds, rien ne se passe comme ce qui était prévu. Donc c'est un métier en plus où il y a de l'aléa, c'est-à-dire que on dit qu'on va recruter, faire ça dans tel ordre, etc. Mais en fait, il y a tellement de choses qui se passent qu'au final, rien ne se passe comme prévu forcément. Tout l'enjeu pour les entrepreneurs, c'est d'être agile, résilient, et puis de mettre bien l'argent au travail qu'on leur a confié. Ouais. Quand tu t'appelles Jean-Charles Samilian et que tu vas voir des investisseurs pour faire un seed, comment il arrive à lever 12 millions? Est-ce qu'on peut lui donner plus d'argent que ce qu'il demande? Ouais. Parce que la market size est énorme. Forcément, la mutuelle, c'est énorme. Ouais. Ou lui, il a déjà l'ambition de dire, moi, il me faut 12 millions. Alors, c'est une très bonne... Ouais. Alors, moi, je connais très bien Alan et Jean-Charles. C'est un très bon exemple parce que c'était typiquement le genre d'entrepreneur qui voulait pas trop lever, quoi. Il voulait un peu s'affranchir de tous ces VC levés. C'est tellement un succès qu'il a été sursollicité et que par la force des choses... C'est même passé une licorne, en fait. C'est une nouvelle licorne depuis cette année, en 2021. Donc l'idée a été pour lui et puis pour Alan et pour toutes ses équipes de se dire... Ok, on veut créer une mutuelle, une assurance, un vrai organisme face aux mastodontes de l'écosystème de la mutuelle et de l'assurance santé. On y arrive très bien avec nos clients, c'est-à-dire qu'ils signent beaucoup, ils ont une logique très très de croissance client, proximité client, etc. Mais c'est pas suffisant pour aller encore plus vite et plus fort dans ce qu'on fait. Et puis c'est un peu aussi donner une mesure à l'ambition qu'on a, lever des fonds. C'est-à-dire que aussi bien du montant, mais aussi des investisseurs qu'on va choisir. Il y a des investisseurs qui sont d'une renommée mondiale très importante. Donc lever 100 millions d'euros avec tel investisseur, c'est un signal très fort d'accompagnement et d'entrée sur des marchés, d'ouverture de pays, qui, pour mettre cet argent au travail, comme on l'a dit tout à l'heure, grâce à des bons associés, peut être encore mieux mis. Donc à quel moment il s'est dit je lève des fonds? Je pense pas qu'il en avait un besoin financier, même la dernière levée, c'est-à-dire qu'ils auraient pu continuer à développer, créer de la marge, recruter très vite, etc. Mais c'était plutôt d'aller encore plus fort sur les marchés qu'il voulait aller ou les technologies qu'il voulait créer ou ajouter avec des recrutements stratégiques, etc. Et donc nécessité faisant loi pour arriver aux ambitions qu'on a, même si on n'est pas trop chaud pour lever des fonds, ça se présente comme un impératif. Alors, je sais pas qui ils ont levé, mais tu prends par exemple, quand j'avais rencontré Cyril Chiche de Lydia et Alexandre Pro la même semaine de Conto, ils avaient levé les deux la même semaine avec Tencent, ouais. donc le géant chinois, ce qui signifie que quand tu vas aller chercher les 30 ou 40 millions d'euros, plus, je crois même pour, j'ai plus les chiffres en tête, plus de 100 millions, je crois, pour peut-être Conto. 105, ouais, je crois. Ouais. L'écosystème des VC qu'on a chez nous pourra peut-être pas suivre. Il faut aller voir un peu peut-être des Tencent ou des Sequoia. Exactement. On a aujourd'hui un écosystème qui est très mature, qui a énormément progressé, beaucoup plus vite que même tous les écosystèmes, mais qui a encore deux problèmes majeurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle les exits. Donc c'est comment je vais pouvoir revendre les participations dans lesquelles j'ai. Et il y a un écosystème qui doit se créer de racheteurs de startups, de technologies, de services pour les ajouter soit à leurs fonds, soit à leurs clients, etc. Et l'autre problème, c'est le problème de ce qu'on appelle des super tours, des tours de growth. Donc de growth, c'est des tours d'hypercroissance, où là, on a peu de fonds en France, on en a 8 ou 10 qui peuvent se positionner sur des tours de table de 20 à 30 millions d'euros minimum. Genre 2-3 noms Partech, Idinvest, aujourd'hui on a Singular, même des fonds récents, et qui peuvent suivre sur des tours de table, Isaïe aussi, etc. Plutôt des fonds assez anciens qui ont connu et qui ont roulé leur boss, ou des fonds très nouveaux qui ont levé de façon très importante parce ils avaient déjà beaucoup d'expérience par le passé. Donc les fonds, ce qu'on appelle aussi late stage, il y a Gaia Capital aussi avec deux investisseuses ou investisseurs de grands talents qui peuvent investir 20, 30, 50 millions sur des entreprises. Et c'est un métier qui est différent parce que le late stage, c'est-à-dire qu'on arrive après tous les autres investisseurs pour les tours de table les plus déterminants, avec un enjeu très très important stratégique, parce qu'on met beaucoup d'argent pour des boîtes qui ont une valorisation énorme. C'est-à-dire que si je mets 50 millions dans une boîte qui vaut 1 milliard, pour me retrouver sur mon investissement,
il faut au moins qu'elle soit vendue plus d'1 milliard, et beaucoup plus d'1 milliard parfois, même ça peut être 10, 15, 20 milliards. Donc le calcul est pas anodin à faire, c'est-à-dire qui pourra le racheter, à combien, etc. et comment je vais pouvoir faire une plus-value sur l'investissement que j'ai réalisé. À ce niveau-là, l'exit possible, c'est qu'aussi l'IPO. C'est l'entrée en bourse, l'IPO qui est vraiment mais qui peut mal se passer. Marché, qui peut mal se passer dans un premier temps, tu vois. Avec WeWork, par exemple. WeWork, même récemment, très récemment, Coinbase, qui a chuté lors de son entrée en bourse. Bon, ils vont se refaire, hein, je pense pas qu'ils sont morts, mais on rentre en bourse à une valeur. Même Facebook au début. Hein. Même Facebook, complètement, qui a une chute de sa valorisation lors de son entrée en bourse, qui sont dépendants de beaucoup de sujets. Tesla, quand on le voit pendant le confinement, a explosé. Mais en termes de croissance, et donc la valorisation, Elon Musk est devenu la personne la plus riche du monde parce que il a le même pourcentage de sa boîte, mais la valorisation explose. Donc en fait, les investisseurs late stage, donc l'enjeu en France, c'est d'avoir des investisseurs, de plus en plus d'investisseurs qui sont capables de mettre des gros montants d'investissement. Et en attendant, ceux qui ont plus de chance, c'est les investisseurs étrangers qui, eux, ont ces capacités-là. Donc là, tu citais des géants chinois, mais il y a des fonds américains, des fonds anglais comme Accel, des fonds américains comme Sequoia, qui investissent aussi maintenant de façon plus globalisée. De plus en plus en France, parce qu'ils voient que les entrepreneurs ont du talent international, ont des technologies de rupture très fortes, et donc sont des bonnes opportunités d'investissement. On va parler de la méthode de gestion, lever de l'argent, donc méthode de gestion. On dit souvent que, et tu le dis plus ou moins tout à l'heure, que l'argent des VC, c'est le plus cher du monde. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est la dernière solution. Elle va coûter cher. Elle va coûter très cher puisqu'elle a coûté des parts. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pas hyper, comme tu dis, c'est contre-productif par rapport à ta... En fait, c'est un peu, oui, moi je suis complètement d'accord avec ça. Les entrepreneurs doivent savoir que ce qui a le plus de valeur dans leur entreprise, c'est leur temps et leur talent. Et il est représenté par le succès de leur entreprise, et le succès de leur entreprise est représenté par une chose, c'est la valeur de cette entreprise. Donc si je suis un entrepreneur que j'attends 20 ans avant de développer ma boîte et de la revendre, et que j'ai jamais fait rentrer d'investisseurs au capital, et qu'elle vaut 1 milliard, je peux me faire 1 milliard d'euros dans un an. Je fais exprès de donner des chiffres un peu triviaux. En revanche, si je voulais la revendre, si j'ai fait rentrer des investisseurs à un instant T et que j'ai revendu 10 ans plus tard à 500 millions, je me rends compte que au final, on peut pas s'en rendre compte, tu vois, on peut jamais savoir. De toute façon, c'est le sens de la vie, on peut jamais savoir qu'est-ce qui se serait passé si et si et si. Toujours est-il que la valeur que les entrepreneurs ne doivent jamais oublier, c'est la valeur des actions qu'ils ont dans leur capital. Donc donner des actions, c'est nécessairement contre de l'argent, donc pas contre des services, contre de l'argent, et contre des compétences qui vont aider l'entreprise à se développer. Et c'est là que c'est important que les auditrices et les auditeurs comprennent. C'est-à-dire que lever 1 million d'euros, ce n'est pas qu'avoir 1 million d'euros dans le compte en banque. C'est d'avoir des nouveaux associés, de partager la gouvernance de l'entreprise, de partager l'histoire de l'entreprise, de prendre des décisions en commun, d'avoir des idées communes, même si la gouvernance reste dans la plupart des cas aux entrepreneurs. Moi, je prends souvent l'exemple de la voiture. On met de l'essence. L'entrepreneur, il doit aller à la station-service avec son investisseur qui met de l'essence et il s'installe sur le siège passager. Parfois même il s'installe dans le coffre, l'investisseur il veut rien savoir, tu m'emmènes où tu veux mais je te fais confiance et je t'ai mis de l'essence. Faut faire attention que l'investisseur à l'inverse il soit pas trop à commencer à jouer avec le GPS, à dire prends à droite, à choisir la musique dans la voiture. Tout ça pour faire une métaphore sur le fait que la gouvernance reste aux entrepreneurs, mais elle est quand même, on n'est plus seul à mettre à bord, on a des gens qui vont venir rendre des comptes, demander des comptes aussi. Mais en plus ce qu'il faut quand même rajouter, c'est que souvent, quand une start-up se crée, elle n'a pas forcément les moyens d'aller payer 80 ou 100 000 euros par an un développeur, un CTO. Elle le prend dans l'aventure, elle lui donne des parts. Donc, aux parts que prend l'investisseur, il faut quand même ajouter pas mal de parts, souvent des early, je sais pas comment on appelle ça, ceux qui arrivent très tôt. Exactement. Et au fur et à mesure, tu dilues de plus en plus, quoi. Exactement. Tu te dilues dans le capital et dans la prise de décision et de gestion, il y a plus de monde qui sont concernés. Alors après, tu peux avoir 30 investisseurs, mais avoir un board donc de gestion que de 4, 5, 6 personnes. C'est d'ailleurs ce qui est conseillé parce qu'on va pas, c'est pas des sociétés anonymes avec vote collectif, etc., assemblée générale annuelle.
ça reste quand même un organe de gestion qui doit être agile et restreint, mais avec des personnes qui vont venir donner qui ont leur mot à dire en tant qu'investisseur. Et il y a des débats, il y a parfois des frictions, voire des clashs, mais la plupart du temps, et c'est ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des très bonnes collaborations qui se font. Donc il faut choisir ces investisseurs non pas par le chèque, mais par aussi les compétences et ce qu'ils vont apporter au projet en termes de réseau et de développement. Alors, pour prendre ton exemple de voiture, lever des fonds, c'est comme faire le plein, en fait. C'est ça. Mis à part que c'est pas de l'essence, mis à part que c'est du temps, on se donne du temps, en fait. Est-ce qu'on peut dire, tu sais, on dit, est-ce que c'est l'inverse du temps, c'est de l'argent, en fait? C'est un peu vrai. En fait, on achète du temps pour croître plus vite. On achète du temps, ouais, on achète aussi un peu du fuel, c'est-à-dire que 1 million d'euros dans le compte, on peut tout de suite recruter 10 personnes, quoi, tu vois, et donc avec 10 personnes, on peut tout de suite faire plus de chiffre d'affaires que tout seul. C'est un peu rapide de penser comme ça, voilà, tu peux recruter des grands talents qui peuvent te permettre d'aller loin de l'international, quoi. L'argent est plus important que les parts? Non, les parts restent le plus important parce que c'est la valorisation future de l'entreprise. Et en fait, un entrepreneur, globalement, doit se dire, si un jour je revends mon entreprise, que je la cède à mes enfants, que je rentre en bourse, que voilà, c'est de l'argent que je vais récupérer, c'est de ces actions-là, quoi. Ce qui est quand même marrant, c'est avec les gens que je rencontre et quand j'écoute, et moi, je rate quasiment jamais un épisode de Tech & Co là sur BFM. Quand tu parles de start-up, aujourd'hui, on va célébrer la levée de fonds. Il a levé un tel, il a levé tant, il a levé tant, il a levé tant. C'est devenu une méthode de gestion. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. À mon époque, je parle comme un vieux, tu mesures quand même la valorisation de la boîte avec les capitaux propres. Ouais. Capitaux propres, c'est le montant du capital initial, les bénéfices de l'année et les reports. C'est à peu près ça? Ouais, exactement. Exactement. Bon. Là, tu peux avoir les comptes courants associés. Enfin bon. Là, quand Alan, je vais pas parler d'Alan parce que c'est franchement une super boîte et je l'adore. Enfin, en plus, on a eu un super épisode et c'est un gars. Tu peux avoir une boîte qui a 1 million de capitaux propres, mais qui vaut 2 milliards. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, par la somme des levées c'est-à-dire que si je monte ma boîte aujourd'hui, la combinaison, et que je trouve Tencent qui met 1 milliard, je deviens une licorne directe. Exactement. C'est pour ça que c'est à la fois, et j'en ai conscience pour les personnes qui sont pas de cet écosystème, voire même parfois les personnes qui sont dans cet écosystème, c'est que c'est assez peu palpable et que c'est un peu ridicule. Parfois, on est là, mais attends, en plus, ils font la fête sur BFM quand ils ont levé. Bon, alors ça, là-dessus, moi, j'ai un avis très tranché, c'est que fêtez-le, faut le faire, mais rebouchez le champagne très vite, quoi. Parce que c'est bien, ça fait une fête, en plus on a de l'argent donc on peut acheter du bon champagne, donc voilà, on fait la fête avec ses équipes, c'est un accomplissement parce qu'on a la confiance d'investisseurs pour aller à la prochaine étape, mais il faut reboucher très vite. C'est le début des emmerdes, c'est le début des challenges, lever des fonds. C'est vraiment important de le dire comme ça parce que y a beaucoup de gens qui pensent que ils y sont arrivés, quoi, et il faut pas avoir cette analyse là, faut vraiment se dire ok, ça c'est fait, la levée c'est fait, next, quoi. Maintenant qu'est-ce que je fais de cet argent, comment je le mets au travail. Et après, sur ce que tu disais sur l'aspect un peu valorisation et montant de la valeur d'une boîte, effectivement, si tu la prends à un instant T, Alan, puisqu'on parle d'eux, ne valent pas 1,2 milliard aujourd'hui. Personne pour les racheter aujourd'hui 1,2 milliard parce qu'il n'y a pas assez de clients, de trafic, de chiffre d'affaires récurrent, etc. C'est encore trop jeune. En revanche, dans 3 ou 5 ans, ils peuvent valoir 5 ou 10 ou 20 fois plus que 1 milliard. C'est ça que tu achètes en fait, c'est la valeur future potentielle d'une entreprise dans le futur. C'est marrant parce que tu dis reboucher vite le champagne. Je te parle de célébrer, mais on a l'impression que finalement, lever de l'argent, bon, c'est une façon, mais c'est un échec. Je m'explique. C'est évidemment pas un échec de lever de l'argent et que les investisseurs investissent. C'est pas la question. C'est de dire pour une boîte qui aurait pu bootstrapper. Ouais. Une boîte classique qui aurait pu aller chercher l'argent chez les clients. L'échec, c'est de dire, je suis pas arrivé à aller chercher l'argent chez les clients. Il faut quand même un peu m'aider, quoi. Alors, c'est pas une solution bis, la levée de fonds, et ça doit pas être vécu comme tel. C'est-à-dire qu'il faut, dans le monde idéal, avoir à la fois des clients et à la fois des investisseurs. Parce que des investisseurs, c'est une chance aussi, hein. Faut pas le voir comme des gens menaçants, etc. Au contraire.
En revanche, on l'a dit, sauf certains secteurs, comme la biotechnologie, tu peux pas avoir des clients avant d'avoir développé ta techno, etc. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des preuves de traction de marché et d'appétence aux clients à acheter le bien ou le service qu'on développe, tout en ayant des investisseurs qui nous permettent d'aller plus vite et plus fort. C'est un bon mélange entre les deux. Et après, il faut pas se poser des questions et si, parce qu'avec des si, comme on dit, on mettrait les levées de fonds en bouteille. Le fait d'avoir les comptes pleins d'un coup, le fait d'avoir fait le plein, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça peut nuire à l'innovation? Autrement dit, le fait de bootstrapper, là, c'est presque, j'essaie de te faire réfléchir là, c'est que le fait d'être au pied du mur, tu trouves des solutions. C'est facile de dire bon, mais c'est bon, j'achète. C'est un peu comme les gosses de riches, comme on dit, hein, la personne qui est née avec une cuillère d'argent dans la bouche, il va moins se démerder que celui qui est né dans les cités à devoir se démerder tout seul. Ouais. Je pense que oui. C'est-à-dire que et l'enjeu des investisseurs, et c'est une très bonne question parce qu'on la pose pas assez souvent dans cet angle-là, sur cet angle-là. L'enjeu d'un bon investisseur, c'est de faire expliquer aux entrepreneurs que l'argent qu'il a levé est une chance et que c'est de la chance qu'il a d'avoir pu compter sur eux et que du coup, il va devoir redoubler d'ingéniosité pour que cet argent soit multiplié par 10 en 5 ans. Et que c'est beaucoup plus challenging de faire ça, même en termes de dynamisme, que de le faire seul dans son coin. Et quand on est seul, forcément, l'adversité, ça serre les coudes, ça permet de se développer à fond, d'être plus résilient, etc. Quand tu rentres chez toi et que tu as 3 millions d'euros qui viennent d'arriver d'investisseurs, là, tu es plus tranquille pendant quelques temps. Mais vite, les entrepreneurs et les investisseurs doivent dire à ces entrepreneurs dans lesquels ils viennent d'investir, dans la boîte dans laquelle ils viennent d'investir, on compte sur vous pour que cet argent soit une pression positive. Faut pas en mettre une pression négative, mais une pression positive pour faire mieux que si vous aviez fait 100 et plus vite et plus fort. Mais psychologiquement, et je l'ai vécu parce que j'ai déjà levé des fonds, j'ai investi dans des entreprises, tu as un relâchement qui s'opère quand même. Je peux te donner des exemples sans citer des noms, mais il y a des entreprises où il y a 4 associés, ils lèvent et puis 1 an et demi plus tard, tu as un des 4 associés, tu comprends qu'il est un peu plus démotivé. Ou qui veut plus progressivement partir, etc. Donc tu sens aussi qu'il y a une sorte de on a accompli ce que je voulais accomplir et ça peut être un risque aussi. Et dans leur due diligence que font les investisseurs, dans leur recherche de vérifier la solidité financière de l'entreprise, ils doivent regarder encore une fois l'équipe. Est-ce qu'elle sera capable d'être aussi dynamique avec notre argent que sans? Alors, lever de l'argent, c'est faire des tours de table. Donc, il y a cette expression qui en anglais s'appelle des rounds, c'est ça? Exactement. Pour ça, on fait un pitch. Voilà. Je voudrais que tu m'expliques comment ça se passe. Je viens de voir, avec mon exemple toujours de la combinaison, tu es investisseur. Comment ça se passe? Vous êtes plusieurs, c'est une salle, il peut y avoir qu'une personne, il y a un collège, comment ça marche? Alors effectivement, en fait, c'est quand on lève des fonds, déjà il faut avoir ce qu'on appelle des documents de présentation de son entreprise. Donc on appelle ça un deck, un pitch. En fait, c'est une présentation PowerPoint qui présente l'entreprise et on est capable d'expliquer à un enfant de 5 ans ce qu'on fait. Et ça, c'est un challenge parce que souvent les entrepreneurs ont les œillères et sont à fond dans le truc et n'arrivent même plus à expliquer ce qu'ils font. Non, il faut avoir une présentation et des documentations financières, ce qu'on appelle un business plan, disant comment on gagne de l'argent, comment on le dépense et comment on va devenir rentable dans les 5 prochaines années. Alors, on le voit sur une émission qui est pas mal, qui revient d'ailleurs, qui veut devenir mon associé. Exactement, qui vulgarise très bien cet aspect-là, voilà. Ta question, c'est-à-dire qu'est-ce que tu dis aux investisseurs, et tu vas faire ce fameux pitch qui est une présentation orale avec, tu peux avoir un support papier ou écrit, mais qui va expliquer ce que tu fais. Voilà, moi je fais la combinaison, c'est ça, on gagne de l'argent de cette manière, dans 2 ans je veux faire ça, je recruterai telle personne et je gagnerai de l'argent de telle manière. Donc si vous investissez, je vous garantis que dans quelques années, vous pourrez faire une plus-value sur votre investissement et gagner de l'argent grâce à la revente de mon entreprise. Alors, le deck et le business plan, c'est la même chose? C'est pas la même chose. C'est 2 documents séparés. En fait, il y a 3 documents. Généralement, on peut faire 2 voire 3. Les 2 documents indispensables, c'est le deck. Donc, c'est une présentation PowerPoint de l'entreprise. Enfin, des slides. Généralement, une vingtaine, 20 slides, c'est très bien. Qui est-ce qu'on fait? Qui sont nos concurrents? Comment on gagne de l'argent? Qui est notre équipe? Etc. Là-dessus, il y a plein de ressources qui existent, etc. Et le business plan, c'est
l'interprétation financière sur Excel, généralement, de comment on gagne de l'argent, comment on en dépense et comment on devient rentable. Ces 2 documents sont indispensables. Il y a un troisième qui peut être un condensé des 2 en une page, qu'on appelle un executive summary, donc qui est une présentation, un one-pager en une page de ce qui est résumé en fait dans le document Excel ou dans les slides, pour que les investisseurs, en 1 seconde, comme un CV, ils voient l'avantage que ça a d'être dans cette entreprise. Mais le type qui s'y connaît pas, ça se trouve assez facilement sur Internet ou sur Eldorado, Oui, par exemple. oui, sur Eldorado, on a beaucoup de ressources gratuites, hein, évidemment, des templates, de business plans, de présentations aux investisseurs, etc. Les entrepreneurs qui ont peur ou ne s'y connaissent pas forcément, il suffit de creuser un peu et il y a vraiment beaucoup de ressources qui existent pour avoir Et c'est un collège ou quand on est reçu, ici, alors, il y a plusieurs. Ouais. Non, tu veux dire pour Eldorado ou quand on lève des fonds? Non, quand on lève des fonds en général. Alors, quand on lève des fonds, on a plusieurs choix. Déjà, il faut donc ces documents préparatoires et ensuite il faut identifier des investisseurs. C'est-à-dire que on peut pas contacter tout le monde et envoyer à tout le monde des opportunités d'investissement. Il faut savoir quels sont les types d'investisseurs parce qu'ils viennent du secteur, parce qu'ils ont déjà investi dans des boîtes similaires en termes de business model, de modèle économique, parce que ils viennent du pays dans lequel on ouvre un pays, qu'ils ont un réseau qui peut nous permettre de développer notre entreprise si on est dans le secteur médical, recrutement, etc. Alors je l'explique aussi, c'est quand on va se balader par exemple sur les sites internet, on a toujours quasiment tout le temps une rubrique portfolio où on a la liste des investissements et c'est sûr que si on a affaire à un VC qui fait de la biotech et qu'on ait une biotech, c'est quand même plus intéressant que d'aller faire... Exactement. Voilà. Donc l'enjeu des entrepreneurs, c'est au démarrage de cibler les investisseurs. Donc comment on les cible? Déjà, on fait parler de soi, on parle de soi, on fait du réseau sur LinkedIn, le réseau des anciens de l'école, dans le travail dans lequel on était, on fait parler de soi. Voilà, j'ai créé cette boîte, je fais ça, peut-être qu'un jour je vais lever des fonds. Ah, maintenant je vais lever des fonds. Je ressollicite un peu le réseau que j'ai contacté. Et par le phénomène des rencontres, on va dire, tiens, moi j'investis, moi je peux te présenter un investisseur. Donc déjà, faire parler de soi, c'est important. Donc faut pas tout dire, mais faut faire parler de soi à son réseau. Ensuite, il faut communiquer sur ce qu'on fait, sur LinkedIn, sur un blog. Il y a énormément de moyens de communication parce que ça va attirer une visibilité des investisseurs sur l'entreprise. Et au début, on a quasiment que ça. Hein. On a un beau logo, un beau site web, un beau service, quelques petits clients, etc. Mais pour attirer des investisseurs, il faut aussi réussir à vendre du rêve. C'est ça qui dérange souvent les gens de l'extérieur sur la valorisation des boîtes, c'est que c'est des entrepreneurs dans les startups, ils parlent beaucoup et ils n'ont pas fait encore énormément par rapport à d'autres entreprises, etc. Mais c'est un peu ce qu'on a au début quand on est entrepreneur, surtout dans la tech. C'est en face-to-face ou tu as Alors non, d'abord c'est plutôt faire parler sur Internet, avant dans des événements, faire des présentations de notre bien, notre service, faire parler à nos clients aussi, donner la voix aux clients. Et puis après, il faut utiliser les réseaux, que ce soit LinkedIn, sur Eldorado évidemment on a énormément d'investisseurs et on les cible et on les contacte. Et là, on va soit les contacter en face-to-face, donc c'est généralement des business angels, donc des personnes physiques qui investissent dans des startups, soit ce sont des réseaux d'investisseurs, donc qui se constituent en réseau, ça veut dire qu'ils vont diriger un réseau comme Paris Business Angel, d'investisseurs à Paris, Femmes Business Angel, Business Angel des grandes écoles pour les écoles, etc. Enfin, il y a des réseaux ou des clubs d'investissement où on va pitcher devant un collège d'investisseurs qui va décider collectivement s'ils investissent ou non dans l'entreprise en question. Donc à la majorité. Donc on peut soit avoir une personne, un interlocuteur qui est seul, qui peut investir 10 000 euros ou 500 000 euros si c'est une grande fortune. Soit on va avoir un réseau qui va collecter plusieurs investisseurs. Tu veux dire que je peux pas aller chez Partech ou chez Isaiah et parler devant eux directement ? Alors si, tu seras sûrement reçu parce que le métier des investisseurs professionnels, cette fois, à la différence des business angels physiques, oui. Ils n'ont pas de business model, ils espèrent un jour revendre, mais c'est pas leur métier, sauf certains, très rares. Les fonds d'investissement, comme on l'a dit au début, leur modèle économique, c'est d'acheter des parts d'une entreprise pour les revendre plus tard et faire de la plus-value qu'ils partagent avec leurs investisseurs. Donc leur métier, c'est de choisir les meilleures entreprises de leur secteur. Si c'est un fonds généraliste, plusieurs secteurs. Si c'est un fonds spécialisé, le secteur dans lequel il est spécialisé. À ce moment-là, imaginons qu'on est dans une startup seed, encore une fois, on peut reprendre la combinaison et j'ai un modèle économique, etc. On peut envoyer des demandes d'investissement à plein d'entrepreneurs et à partir du moment où le fonds fait bien son travail, il va recevoir pour voir où est-ce que tu en es dans la maturité, etc. Ils vont dire non dans 97% des cas. C'est des stats, hein. Mais on peut rentrer dans les 3% si on a
arrive au bon moment par rapport au montant d'investissement, par rapport à l'aspect concurrentiel, à l'équipe qu'on est et à la complémentarité qu'on pourrait déployer avec les investisseurs qui viennent dans le tour de table. Et tu conseilles de venir, par exemple, tous les co-founders ? Alors, mon conseil là-dessus, c'est de dire qu'il faut un associé fondateur ou fondatrice qui se charge de ces aspects financiers. Pourquoi ? Parce que la levée de fonds, ça prend du temps, c'est dur pour le moral, c'est très chronophage, faut renvoyer des documents, échanger, etc. Si on s'y met à tous les associés, ça va ralentir drastiquement le développement de l'entreprise. Du rendez-vous. Même le jour du rendez-vous, si c'est le premier rendez-vous, c'est pas besoin de venir à 3 à 4 associés. Là, après, évidemment, quand le fonds fait bien son travail, les investisseurs, ils demandent à parler aussi aux autres, voir, sentir, leur poser des questions. C'est une histoire de feeling, et ils vont rentrer à ce moment-là. Mais quand on fait le roadshow, donc ce qu'on appelle un roadshow, c'est un démarrage de contact de toutes les personnes qui sont susceptibles d'investir dans l'entreprise. Il vaut mieux le faire avec d'abord le CEO, donc la dirigeante ou le dirigeant de l'entreprise, pour limiter l'impact que ça a sur l'entreprise. Parce que lever des fonds, tout le temps qu'on passe à lever des fonds, on le passe moins à chercher des clients ou à développer son service ou son bien. Le fait de bien savoir parler ou bien se vendre, c'est hyper important. Pourquoi ? Oui. Parce que par rapport à l'introverti qui est peut-être ça va être plus difficile. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes introverties ou plus taiseuses ou quoi qui réussissent aussi à lever. C'est pas un indispensable. Mais lever des fonds, c'est vendre du rêve, c'est raconter une histoire, c'est embarquer des investisseurs dans une histoire. Donc il faut quand même être un conteur d'histoire. Alors faut pas l'être trop, faut aussi être très terre à terre, faut être aussi bon gestionnaire, mais faut être aussi visionnaire. Et pour embarquer des gens dans de la vision, Elon Musk, il réussit ses projets avec sa folie entrepreneuriale. On n'a pas tous besoin d'être comme Elon Musk, on peut être beaucoup plus entre guillemets raisonnable. Maintenant, il faut quand même embarquer dans une histoire des investisseurs qui vont mettre de l'argent et parfois beaucoup d'argent dans l'entreprise. Quand tu investis, toi, est-ce que tu sais dans les 2 minutes si tu vas investir ou pas, ou tu peux te tromper ? J'ai le même défaut que toi sur le recrutement. C'est-à-dire que je me fie beaucoup à mon premier instinct et il peut s'avérer. Alors je touche du bois, j'ai pas des investissements j'en ai un seul qui a échoué sur tous les 18 que j'ai fait, mais c'est le coût de l'investissement, c'est normal, c'est ça. Je me fais une opinion très vite sur le produit, sur le service, sur l'équipe. Je pense que quand même il faut être un peu plus raisonnable et attendre plus, demander plus de docs, se revoir, faut réfléchir un petit peu plus. C'est comme faut pas faire jamais les choses sur un coup de tête, surtout financièrement. Mais il faut quand même suivre son instinct. Donc faut être un peu entre les deux, quoi. Si on pouvait résumer, on dirait que le storytelling est important et en fait il faut dire à un moment, voilà ce que je cherche à faire et comment je vais y arriver. Exactement. Il faut être à la fois, c'est un savant mélange entre les deux. Pardon, donc c'est un savant mélange entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois vendre du rêve et avoir une ligne stratégique forte, mais avoir déjà démontré des choses aussi. Et voilà, on peut pas trop vendre du rêve, mais on peut pas aussi être trop dans les chiffres actuels. Il faut vraiment être. On dit aussi que le produit est pas si important si les clients le payent. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis plutôt partagé. Alors, je suis d'accord, mais tu cites un exemple dans ton livre qui est Lovebox. Ouais. Peut-être on peut rappeler ce que c'est, parce que moi j'aurais pas du tout investi, mais manifestement ça fonctionne. Ouais, c'est génial cette aventure. Alors là, je peux te dire que j'ai été embarqué directement par l'entrepreneur Jean, qui a créé une boîte. Donc c'est une box. C'est bien fait en fait. En bois. En bois, très jolie, où on envoie un texto et la boîte bouge avec un cœur qui tourne quand on reçoit un message et on peut le lire dans la boîte. Donc on se dit ok, mais pourquoi il suffit d'envoyer un WhatsApp, je t'aime, et puis c'est bon. Et en fait, c'est tout simplement un entrepreneur, quand il raconte l'histoire, il la raconte d'une telle manière, le storytelling est tellement bien fait, qu'il raconte, ma copine, on était à l'étranger, etc. Et puis après, j'ai envoyé des messages à ma grand-mère qui, elle, n'aime pas trop les téléphones. Donc il y a une cible un peu de couple étranger, de famille à l'étranger, avec un objet qui n'est pas un téléphone, parce qu'un téléphone, ça n'amène pas de l'amour dans la maison. Un téléphone, si on s'échange des messages, etc. Mais une boîte comme ça, jolie, etc., bien faite, ça amène de l'amour. C'est joli, ça bouge, il y a un cœur, il y a tout un truc. Et
il m'a emmené dans cette histoire, j'ai investi, et la chance que j'ai eue, c'est qu'en plus d'avoir cette belle vision et ce beau storytelling, c'est que c'est un excellent entrepreneur, très bon gestionnaire, et qui a réussi à faire de ce business, aux États-Unis principalement, parce que c'est un marché très fort pour eux. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, on voyage énormément, on est souvent loin dans des distances qui sont 5 ou 10 fois celles de la France, et du coup, on a besoin d'un peu échanger avec plus de légèreté, et voilà, sur... Mais tu es quand même d'accord que tu l'aurais peut-être même pas acheté 5 € sur Amazon, peut-être. Peut-être je ne l'aurais pas acheté. J'ai vu l'entrepreneur, il m'a raconté son histoire, ce qu'il voulait faire de sa boîte, et je me suis dit, il faut que j'aille. Est-ce qu'il faut justifier les dépenses ou les VC s'en fout au début ? Si, il faut quand même justifier les dépenses, il faut pas dépenser mal. Après, il faut savoir... Je parle quand tu présentes ton deck et tout ça. Hein. Ouais. Il faut justifier les dépenses, qu'est-ce qu'on va faire. Pourquoi vous voulez recruter une responsable ou un responsable marketing dans votre entreprise, pour faire quoi, et quel prix, et pourquoi à ce prix-là, et pourquoi vous voulez, etc. Donc il faut savoir le justifier. Tout ce qu'on met dans un deck ou tout ce qu'on met dans le business plan, il faut avoir une réponse. Si on est bloqué, ça veut dire qu'on n'est pas assez mature par rapport à ce qu'on a dit et qu'on a essayé de remplir des chiffres dans des cases. Et son salaire perso, comment ça se gère ça ? C'est une très bonne question, c'est toujours ambivalent. C'est-à-dire que selon moi, après, il y a plusieurs écoles, mais mon école, c'est de dire un entrepreneur doit se rémunérer. Dès qu'il y a des clients, de façon raisonnable. Au début, ça peut être le SMIC, etc. Mais ce n'est pas sain d'avoir un entrepreneur qui ne se rémunère pas. On a la chance en France d'avoir le plus grand business angel français qui est Pôle emploi, donc qui garantit généralement le salaire pendant 2 ans des entrepreneurs quand ils ont travaillé par le passé, etc. On a une période de 2 ans pour générer des revenus et du chiffre d'affaires. Si on y a droit. Si on y a droit, évidemment. Une fois qu'on commence à lever des fonds, on peut évidemment se payer grâce à la levée de fonds. C'est clair. Mais de façon raisonnable. C'est-à-dire que la boîte n'est pas encore rentable, mais on a des frais de vie. Hein. Les entrepreneurs, c'est pas des robots qui font des entreprises. C'est des gens qui ont des femmes, des enfants, des maris, qui ont besoin d'acheter une maison, d'évoluer professionnellement certes, mais personnellement aussi. Et donc, les bons investisseurs, c'est ceux aussi qui comprennent ça. Comment je vais garder cet entrepreneur ou ces entrepreneurs à la tête de l'entreprise, motivés le plus longtemps possible. Je vais pas leur dire de se payer 1 000 € par mois parce qu'au bout d'un moment, ils vont s'essouffler. Donc, il faut trouver le savant mélange. Et à l'inverse, il faut pas trop se payer parce que ça devient déraisonnable par rapport aux revenus générés. Généralement, je sais pas si on peut donner des chiffres, mais un entrepreneur qui a levé une série A entre 1 et 5 millions d'euros, il se paye 3 000 € par mois. À partir du moment où les entrepreneurs lèvent plus de 10 millions, ils rentrent dans des salaires intéressants entre 60 et 120 K bruts annuels, quoi, oui. Dans ces eaux-là. Ouais, c'est intéressant, ouais. Tu penses... Est-ce que tu peux financer une startup qui a fait une mauvaise présentation, un mauvais deck, un mauvais business plan ? Tout reprendre en fait, te dire putain, le mec il a un potentiel, ouais, et l'aider à se représenter. C'est un peu difficile parce que c'est comme si tu disais je peux recruter un super candidat directeur adjoint, mais en fait son CV est imbitable, quoi, tu vois, ou j'ai rien compris. S'il sait pas le faire, c'est que c'est un problème. C'est qu'il y a un petit problème dans le démarrage, tu vois. Donc je pense qu'il faut quand même avoir un peu des fondamentaux de base, ne serait-ce que financiers, de bonne gestion. C'est ce que je dis aussi dans le livre, hein, c'est comment vous pouvez simplement trouver des outils pour vous aider à trouver des financements. Il faut pas se dire c'est pas pour moi, quoi. C'est pas parce qu'on n'a pas fait un M2 en finance, un master 2 qu'on peut pas financer une boîte et être bon gestionnaire, quoi. Quand on écoute les entrepreneurs parler de levée de fonds, ils disent ouais, j'ai levé X avec un tel, X avec Y avec un tel, etc. À tous les moments, on peut avoir plusieurs fonds. Comment ça se passe comment on fait pour faire rentrer plusieurs fonds en même temps ? Alors c'est une bonne question. Il y a des fonds qui veulent pas avoir d'autres fonds, donc ils veulent être uniques dans la cap table. Ce qu'on appelle un lead ? Non, même pas. Alors même pas. C'est vraiment un solo VC, ouais. Un solo VC. Ils veulent pas d'autres co-investisseurs. Il y en a qui veulent être lead, c'est-à-dire ils veulent gagner le plus de tours de table, enfin qui veulent leader le tour de table, c'est-à-dire donc qu'ils c'est veulent moi qui mets le plus d'argent. Exactement, qui ait le plus de capital, qui met le plus d'argent, qui ait une place au board, etc. Et à l'inverse, il y en a qui veulent être suiveurs, donc des followers, leaders, followers, et ils veulent eux n'être que suiveurs d'un leader qui viennent. Et après, il y en a plein, et c'est la majeure partie, qui s'en fichent un peu, qui veulent investir dans des boîtes, des montants que eux veulent investir, s'il y a des co-investisseurs,
que c'est complémentaire, ils seront contents. Donc il n'y a pas de logique par rapport à ça. Ça dépend de la thèse d'investissement du fonds et ça dépend aussi de ce que veut l'entrepreneur. Il y en a qui veulent qu'un fonds, il y en a qui veulent 10 business angels et un fonds. Enfin, ça varie en fonction des besoins. Qu'est-ce que tu penses du solo founder? Alors c'est un vrai challenge. C'est comme Alors, je te coupe. Pire que tout, hein. Le solo founder qui vient avec le casque à moto. Ah oui, ça c'est Pourquoi je dis ça? Parce que forcément, quand vous investissez, vous avez peur qu'il se tue, quoi. Ouais, Voilà. exactement. C'est une très très bonne remarque. C'est comme on va prendre la métaphore de la cordée de montagne, quoi. Tu veux gravir l'Everest tout seul, c'est chaud quand même. T'es un groupe de 4. Il y en a un qui sait faire les nœuds, l'autre qui sait gérer le pic à glace, l'autre qui sait faire la tente, et l'autre qui est bon avec sa boussole. Ah là, t'es pas mal pour gravir l'Everest. Quand t'es tout seul, faut que tu fasses les 4. Les nœuds, les trucs, la tente, la boussole. Donc la métaphore te répond un peu à la question directement, c'est-à-dire que c'est plus challenging pour un entrepreneur d'être solo founder, mais c'est pas impossible. Il y a des entreprises, je pense à une entreprise qui s'appelle June de Carole Juge. Voilà, tu l'as interviewé aussi. C'est marrant, on a quand même parlé de pas mal de gens et que tu pourras mettre les liens des précédents épisodes évidemment, parce que super entrepreneur qui était solo au démarrage et qui s'est entouré d'autres entrepreneurs et qui a levé pourtant beaucoup d'argent. Donc en fait, si on est solo founder et qu'on veut développer une entreprise très vite, très loin et forte, nécessairement il va falloir faire venir d'autres talents et les faire venir dans le capital. Alors ils seront pas associés et fondateurs, fondatrices dès le démarrage, mais ils seront dans le capital pour le développement du projet. Donc mesdames, messieurs, si vous êtes solo founders et que vous faites du parapente, surtout vous n'en parlez pas. Ouais. Voilà. Moto et parapente, faut pas le mentionner aux investisseurs. Vous faites que du tennis et du ping-pong. Voilà, exactement. Voilà. On va parler des rounds d'après. Comment sait-on, on a dit tout à l'heure en tout début de podcast, quand lever de l'argent, mais comment relever de l'argent? Alors j'ai rencontré aussi dans des épisodes des gens qui ont fait des séries B tendues, par exemple. Je crois que c'est Rodolphe de Spendesk, il me semble. Quand lever de l'argent, c'est quand on n'a plus... il n'y a plus d'essence dans la machine. Alors, il y a les deux. Là, c'est moins grave. Par contre, tu disais tout à l'heure, oui, il faut pas lever de l'argent quand on est... C'est-à-dire que en fait, les investisseurs, régulièrement, on se voit quand on est entrepreneur et investisseur, tous les mois, 2 mois, 3 mois, il y a des reportings, donc des documents qui permettent de suivre l'évolution de l'entreprise. Toutes les entreprises ont ça, un mur de cash. C'est-à-dire quand est-ce qu'ils auront plus de cash, plus de trésorerie pour continuer à développer l'entreprise telle qu'elle est. Ce mur est plus ou moins loin en fonction des dépenses et de l'argent qu'on reçoit, des clients, de l'extérieur, etc. Les entreprises qui ont levé beaucoup d'argent ont un avantage, c'est qu'elles ont beaucoup d'argent, qu'elles peuvent se développer vite. Et le désavantage, qu'il faut mettre cet argent au travail, donc dépenser beaucoup et aussi vite. Et donc il y a par exemple un phénomène pendant le premier confinement d'entreprises qui se sont dit « Ouh là là, mais nous on était sur un trend de dépenser 3 millions d'euros par mois et là d'un coup on va plus avoir de clients sur des secteurs qui ont été impactés. » Du coup il va falloir drastiquement changer le mode opératoire de l'entreprise parce que sinon on va plus avoir d'argent dans 6 mois. Donc les entreprises qui cherchent un tour de financement plus tard pour croître, le meilleur moment c'est quand on n'en a pas besoin en fait. Quand on n'a pas besoin d'argent et qu'on lève des fonds, c'est un peu ce qui s'est passé pour Alan dont on parlait tout à l'heure, c'est là où on va lever à la meilleure valeur et pour aller le plus loin possible. Donc en fait, si on est dans le besoin et qu'on est serré en cash, on va plus faire ce qu'on appelle des bridges, donc c'est des modes de financement provisoires ou temporaires entre 2 tours de table, en disant là on a besoin d'une respiration pour continuer à soit laisser passer une tempête, quelle qu'elle soit, une crise ou autre, ou gagner un petit peu plus de temps avant le prochain tour de table pour avoir la plus belle valorisation. Mais c'est avec les mêmes VC ? Alors généralement un bridge c'est avec les mêmes investisseurs qu'au démarrage, mais on peut faire aussi rentrer des investisseurs externes à ce moment-là. Donc, mais ça signifie encore une fois, quand je fais un bridge, je me redilue encore une fois. Ça c'est sûr. Et c'est un bridge. Sauf si tu négocies. Sauf si tu négocies et que tu emploies des techniques de financement où tu te poses la question de la valorisation plus tard, c'est ce qu'on appelle les BSAR, mais c'est de la technique de levée de fonds. À chaque round, ça permet quoi ? C'est de rassurer un peu l'investisseur
C'est la prochaine étape, le prochain challenge. C'est quoi? C'est-à-dire que là, au début, c'est d'atteindre le marché, d'atteindre les chiffres qu'on essaye d'essayer d'atteindre les chiffres qu'on met dans les business plans. Et puis le tour d'après, c'est d'ouvrir un pays, puis 2, puis 3, etc. Donc lever des fonds à chaque étape, c'est pour passer des étapes de maturité et de croissance de l'entreprise. Je lève des fonds en série B avec un collège d'investisseurs qui n'est pas le même que dans ma série A. Que devient, moi, si je suis investisseur en série A, que devient mon argent? Alors, soit on peut le revendre aux investisseurs qui rentrent, soit on peut rester, mais notre part diminue, soit on peut réinvestir pour rester au même montant d'investissement, enfin au même nombre d'actions qu'on avait au démarrage. Tu vois les investisseurs de façon régulière, quoi, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, il n'y a pas de truc, j'imagine. Ça dépend des boîtes, mais généralement c'est pas qu'un reporting. Alors, c'est pas qu'un reporting, tu as aussi des réunions physiques pour discuter des sujets avec un ordre du jour. Et puis, annuellement, tu as de toute façon au moins une assemblée générale, qui est l'assemblée générale ordinaire, pour valider les comptes et la répartition des bénéfices ou déficits. Pour closer, qu'est-ce qu'il faut? Closer, donc ça veut dire signer. Qu'est-ce qu'il faut pour closer? Quelles sont les règles? Donc là, tu parlais de due diligence tout à l'heure, donc c'est-à-dire il faut que la boîte soit... Je vais te laisser expliquer. En fait, il faut que la boîte soit mature, que la due diligence, donc c'est l'étude financière et opérationnelle que font les investisseurs, soit validée. Il faut du coup des bons investisseurs trouvés, un alignement sur la valeur et la valorisation de l'entreprise, mais aussi un alignement sur les valeurs de l'entreprise, un alignement d'intérêts entre les investisseurs et entrepreneurs. Ça vont devenir comme des cofondateurs ou cofondatrices. Les investisseurs, il faut les choisir comme tels, quoi. C'est des gens qui vont participer activement à l'entreprise. Et il faut bien s'entourer. Donc avoir des bons avocats, des bons experts comptables, des bonnes directions financières. Ouais, parce que tu écris même dans le bouquin, ne demandez pas de conseil comptable à votre avocat. Et inversement, ne demandez pas de conseil juridique à votre comptable. C'est indispensable. Et voire même aujourd'hui, comme ça c'est bien segmenté, il faut des avocats start-up. Il faut des experts comptables start-up. Des gens qui connaissent l'écosystème de l'innovation et du démarrage, pour si on parle des start-up. Et après, si c'est de l'entrepreneuriat, des gens qui connaissent ça. Et la term sheet, c'est quoi ? Alors la term sheet, c'est un mot anglais qui veut dire en fait c'est une lettre d'intention détaillée où c'est un préaccord, un pacte d'actionnaires. Donc ce sont les clauses qui vont encadrer l'investissement qu'on donne. C'est-à-dire que c'est pour ça que même si on a un chèque d'1 million d'euros, il peut être différent d'un investisseur A à un investisseur B, notamment sur les conditions de gouvernance que vont exiger l'un ou l'autre. Et généralement, le leader du tour de table va un peu imposer ses conditions. Combien de temps je veux que vous restiez, comment je veux ressortir l'action, qu'est-ce que vous pouvez faire sans moi, qu'est-ce que vous devez faire avec moi en comité. Et donc, la term sheet reprend les conditions de l'investissement qui vont être proposées par l'investisseur qui propose son investissement. Quand un VC va investir, donc on va prendre des parts, c'est processus classique, c'est-à-dire... changement de statut classique du tribunal de commerce. Ouais, généralement, c'est quand on a un tour de table ferme, c'est-à-dire pas un bon de souscription d'action ou autre. Effectivement, il y a beaucoup de paperasse et d'administratif et de juridique. Donc, il y a un procès verbal d'annonce de la levée de fonds, d'assemblée extraordinaire, disant on va augmenter le capital de temps, vous avez tous le droit de participer au tour de table, mais on a des nouveaux investisseurs qui veulent rentrer, est-ce que vous les autorisez à rentrer au tour de table, selon les statuts et les pactes d'actionnaires précédents. Ensuite, on ouvre un compte d'augmentation de capital dans une banque, les investisseurs signent des bons de souscription des actions, font un virement vers le compte d'augmentation de capital avec la somme exacte. Une fois que toutes les sommes sont réunies, la banque délivre une attestation au président de la société qui peut faire un procès verbal de constatation de l'augmentation de capital. Et derrière, ils pourront débloquer les fonds et ils iront dans le compte. C'est en une seule fois les fonds, toujours, quasiment ? Quand on fait une augmentation de capital en dur, entre guillemets, c'est en une seule fois. C'est à chaque tour de table. Après, on peut délivrer des bons de souscription, on peut faire des comptes courants d'associés. Il y a plusieurs manières de faire venir de l'argent de la société hors levée de fonds dure. Après, donc on le voit, c'est que c'est beaucoup de paperasse, de juridique. C'est pour ça qu'il faut anticiper aussi quand on fait une levée de fonds tout ce temps-là de closing. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai nos 3 investisseurs qui me disent OK pour 3 millions, entre le moment où ils me disent le OK et le moment où l'argent est dans le compte en banque, il se passe parfois 2, 3, 6, 1 an. 6 mois, 1 an parfois. Et on peut revenir en arrière. Et on peut revenir en arrière, retour à la case départ. La boîte
j'imagine que la boîte... Enfin, moi, je donne mon exemple. Quand j'avais un journal d'annonces immobilières et j'ai vendu en 2008, juste un peu avant la crise des subprimes. Et entre le moment où on a signé la lettre d'intention et le moment où j'ai vendu, il s'est passé la crise. Je sais pas comment, le marché évidemment s'est écroulé, pub et immobilier, t'imagines. Je sais pas comment il m'a pas demandé de nouveaux chiffres, parce que sinon il aurait jamais acheté, quoi. Ouais. Bon, j'ai vendu et puis voilà. C'est clair. Mais donc évidemment la situation peut se dégrader. C'est ça. Comment garantir que l'argent va être utilisé et que je vais pas, moi qui vais recevoir 2 millions d'euros, aller m'acheter une Lambo Alors ça, il y a peu de choses qui peuvent... Alors, il y a l'encadrement de la loi, c'est ce qu'on appelle la faute de gestion. Ouais. Et les dirigeants doivent remplir l'utilisation des fonds et des structures de l'entreprise pour atteindre l'objet social. Donc si l'objet social c'est d'acheter des lambeaux, tu peux. Si l'objet social c'est de créer un service, un bien ou de vendre un service ou un bien, et que tu pars aux Bahamas avec cet argent, etc. C'est du pénal après. C'est du pénal. Et donc c'est à la fois du commerce et du pénal puisque il faut rembourser les investisseurs, etc. Donc tout l'enjeu réside dans le fait que aussi les entrepreneurs doivent bien gérer leurs dépenses et leur argent. Dans le but de l'objet social, et si ça échoue, tout le monde aura perdu pour X ou Y raison, hein, mais tout le monde aura perdu, même s'il y a parfois beaucoup d'argent en jeu. On passe à la dernière partie. Tu disais, il n'en reste pas longtemps. À chaque fois que je discute avec un entrepreneur, on me dit j'ai la chance d'avoir ce VC, il est cool, etc. Il faut quand même pas oublier que c'est un investisseur. Ouais. Il est cool parce que la situation se passe bien. Ouais. Donc j'imagine que si la situation se passe mal, ouais. il doit changer, il doit retourner sa casquette. Exactement. Et c'est comme un mariage et un contrat de mariage, un pacte d'actionnaires. C'est bien de prévoir toutes les solutions quand ça se passe bien, mais il faut surtout voir quand ça se passe mal, parce que dans la plupart des temps, ça se passe pas comme on l'a prévu et potentiellement mal. Il y a moins de clients, il y a des embrouilles, on n'est pas d'accord, etc. Et il faut pas que ça devienne un poison parce que ça peut bloquer et congestionner des entreprises. Les entrepreneurs, quand un investisseur investit, ils ont légitimement, ces investisseurs, le besoin de voir les entrepreneurs rester dans l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on prévoit des clauses disant tu restes de vesting, on en parlait tout à l'heure, ou de leaver, tu dois rester tant de mois ou tant d'années pour développer l'entreprise, et si tu pars avant, tu me rends tes actions à moindre coût. C'est comme un entrepreneur qui construit une maison. S'il se barre au moment d'attaquer le premier étage, vous avez que la moitié de la maison et vous n'avez pas la valeur de la maison totale. Donc il y a ce genre de clause et ce genre de relation entre les entrepreneurs et les investisseurs tout au long de la vie de l'entreprise. Anthony Bourbon de FID m'a parlé d'un bad leaver, c'est quoi ? Un bad leaver, donc c'est quand l'entrepreneur ou les entrepreneurs, mais l'entrepreneur part d'une mauvaise manière de l'entreprise pendant le temps de vesting qu'il avait. C'est-à-dire que, imaginons un entrepreneur qui part pour faute, grave ou lourde, qui démissionne. Il va avoir une clause qui s'applique disant, les investisseurs vont lui dire, ok, tu peux démissionner, mais dans ce cas-là, ta sanction, entre guillemets, c'est de me rendre des actions que tu avais à moindre coût. Alors après, les conditions de coût et de durée de détention varient en fonction des pactes, mais le principe est le suivant. Dans quel cas ça peut mal se passer, extrême par exemple ? Plupart des cas, c'est un départ d'associés ou la non-atteinte d'objectifs qui était annoncé. Donc évidemment, tout ce qui est mensonge, tricherie, abus de biens sociaux, pénal, je les exclus parce que bon, ça arrive, que des entrepreneurs fassent n'importe quoi et que se retrouvent dans une situation bloquante. Mais s'il y a un départ, il faut le remplacer. Si c'est une personne qui est difficilement remplaçable, tout le monde paye les coûts. Et si ça se passe mal, c'est souvent quand les entrepreneurs et les investisseurs ne sont pas ou plus d'accord, ne partagent plus la même vision. Et c'est pour ça que c'est comme un couple, encore une fois on le dit, il faut naviguer au même endroit de la même manière, quel que soit le temps, que ce soit de l'orage ou un ciel clément. Mais ce qui signifie aussi, c'est que si la boîte se casse la gueule avec de la trésor, par exemple, tu dois rembourser l'investisseur et le dirigeant perd tout. Enfin, tu peux te retrouver une main devant, une main derrière. Malheureusement, les investisseurs sont les moins bien traités par la loi française, puisque la loi française est très protectrice des salariés et des créanciers étatiques. Ouais. Donc, s'il y a de la trésor et que la boîte échoue ou s'arrête, le temps de rembourser d'abord les salariés, puis l'État, la TVA, l'URSSAF, etc., puis les créanciers de l'entreprise, à savoir les clients, prestataires, partenaires, fournisseurs.
il reste peu d'argent pour les investisseurs in fine, quoi. Donc c'est les moins bien lotis, c'est pour ça que le risque est élevé. Quand on est entrepreneur, quand on est investisseur, le risque est élevé, mais le potentiel est important. Tu peux aussi avoir des clauses, par exemple, une garantie que dans 5 ans tu vends. Ces clauses sont abusives, souvent. Ouais, c'est-à-dire que rien n'est garanti. C'est-à-dire que voilà, il faut faire attention quand on signe un document. Déjà, tout document qu'on signe en tant qu'entrepreneur, il faut le relire ou le faire relire. C'est hyper important. Et alors encore plus un pacte d'actionnaires ou un procès-verbal ou etc. Il faut vraiment avoir un avis externe parce qu'on peut lire entre les lignes, etc. Et des obligations de sortie en termes de temps, de durée, etc. Ça reste quand même très rare. Il y a des clauses de sortie partielle ou de levée potentielle qui peuvent être prévues, mais c'est beaucoup d'imprévisibles quand même. Parce que de toute façon, la plupart du temps, quand ils investissent quoi, 7 ans ? Alors, la durée de vie des fonds est entre 7 et 10 ans. Et une durée d'investissement peut être plus ou moins longue. Donc, au bout de 7 ans, il y a une échéance quand même. Qu'est-ce qui va se passer ? Le fonds a une échéance de revendre l'entreprise. Donc, soit ils réussissent à le revendre à d'autres fonds, etc. Soit elle reste dans le portefeuille, mais ils pourront pas réinvestir. Donc, soit ils le revendent à d'autres fonds, ouais. Soit ils peuvent le revendre aux associés, soit ils le revendent, soit il faut une IPO, soit un corporate, donc qui rachète un grand groupe, ou un groupe, ou une IPO, Voilà. Soit ils peuvent prolonger aussi. Ils peuvent prolonger, mais ils ne pourront plus réinvestir parce que le fonds aura épuisé sa capacité d'investissement. Plusieurs VC qui ont des échéances différentes, ça peut compliquer les choses. Alors ça peut. Oui et non, c'est-à-dire que quand on pose la question aux entrepreneurs, il faut qu'ils vérifient justement les échéances du fonds. Un fonds qui a plus qu'1 an de durée de vie et c'est son dernier investissement, c'est moins sexy qu'un fonds pour lequel c'est son premier investissement, c'est sûr. Après, ça veut pas dire que c'est mort et qu'il réinvestira plus ou qu'il va réinvestir même si c'est son premier investissement. Mais il faut bien voir ça, c'est un investissement qui est en fin de vie, de cycle de son fonds d'investissement, il pourra pas réinvestir, donc ça va être compliqué pour lui d'avoir une relation moyen-long terme. Pour terminer, pour résumer, un VC, c'est quand même intrusif. Un VC, c'est plus maître à bord. On n'est plus le maître à bord. On est encore la métaphore de la voiture. Un VC, c'est un associé. Moi, j'aime bien les VC qui disent « je suis ton associé ». Je suis pas ton investisseur. Un associé, c'est quelqu'un qui va prendre parti à l'avenir de l'entreprise, la gouvernance. Tout est question de voir à quel point. C'est quoi la pondération de cette participation ? Est-ce que c'est sur quelle décision, etc. Mais en tout cas, on n'est plus le maître à bord. On n'est plus le seul à décider. Et on ne peut pas faire sans et faire comme s'il n'existait pas. On a fait le tour. C'était pas mal. C'était pas mal. Ouais, il y a énormément de questions, mais ça va décanter un tout petit peu. Et puis... Et puis merci beaucoup. Avec grand plaisir. Voilà, j'espère qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais franchement on a fait le maximum. Et à disposition à travers la combinaison. Moi je réponds à tous les messages sur LinkedIn, sur Eldorado, donc je suis hyper ouvert. Si vous avez des questions complémentaires par rapport à ce qu'on s'est dit, c'était déjà super riche, Frédéric. Ouais. Franchement merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Ciao. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous. Partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.